Cette vidéo traite de l'une des questions les plus importantes. Qu'est-ce qui mène à une vie heureuse? Honnêtement, l'argent. Être riche est certainement un aspect important de cela. Économiser beaucoup d'argent. L'argent. Gagner de l'argent. C'est très important d'être riche. Il est facile de dire qu'on ne se soucie pas d'avoir de l'argent et que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais ce n'est vraiment pas vrai. Parce que je préfère pleurer sur un yacht que dans, genre, une Subaru. De toute évidence, la réussite professionnelle et la richesse financière sont importantes pour beaucoup. As-tu un objectif financier précis que tu souhaites atteindre? Au moins 1 million. Ah oui? Ouais. Dans une enquête menée en 2018 auprès d'environ 100 000 étudiants de première année à l'université, environ 55% ont déclaré vouloir réussir leur carrière et 83% ont indiqué vouloir devenir riches. Mais ces réussites augmentent-elles vraiment le bonheur? C'est ce que je veux découvrir dans cette vidéo. Mais comment étudier ce qui rend les gens heureux? Eh bien, vous pouvez leur demander « Qu'est-ce qui va te rendre heureux ?» Pourtant, les gens ne savent pas vraiment ce qui va les rendre heureux. Gagner à la loterie devrait en théorie y apporter du bonheur. Mais de nombreuses études sur les gagnants de la loterie montrent qu'après la montée initiale de bonheur, beaucoup ne sont pas plus heureux que le reste d'entre nous. En réalité, certains sont plus malheureux qu'avant. On ne voit plus autant de gens qu'avant. Évidemment, on devient un peu isolé, je pense, d'une certaine manière. Oui, je suis d'accord. Un autre problème est que la mémoire humaine n'est pas fiable. Nous ne détectons, encodons et stockons dans notre cerveau que des fragments de l'expérience complète qui se déroule devant nous. On appelle ça des souvenirs reconstruits. Cela nous arrive dans tous les aspects de notre vie, tout le temps. La plupart des études sur le bonheur interrogent des personnes âgées et leur demandent de se souvenir de ce qui les a rendues heureuses. Mais comme nous l'avons vu, la mémoire n'est pas fiable. Donc, une meilleure façon de mener l'étude serait de suivre les gens tout au long de leur vie, en observant les choix qu'ils font et comment ceux-ci affectent leur bonheur. C'est vraiment difficile à faire, mais il existe une étude de ce genre qui se poursuit depuis 1938. Maintenant, 85 ans, c'est long pour mener une étude, donc elle a été transmise d'une génération de chercheurs à la suivante. Actuellement dirigée par son 4e directeur, Robert Waldinger. Qu'est-ce qui rend cette étude si célèbre? Vous savez, ce qui fait sa renommée, c'est que c'est, à notre connaissance, l'étude la plus longue jamais réalisée sur le développement humain, la plus longue étude menée en profondeur. Ce sont des études qui plongent en profondeur dans la vie des gens ainsi que dans leur santé mentale et physique. L'étude a en fait commencé comme 2 études distinctes menées par 2 groupes de chercheurs de Harvard qui ne se connaissaient pas. Un groupe a suivi 268 jeunes hommes de Harvard pour étudier leur évolution vers l'âge adulte. Bien sûr, si vous voulez étudier le développement normal des jeunes adultes, vous vous limitez aux hommes blancs de Harvard, n'est-ce pas? Vous savez, c'est l'une de ces limites. Le second groupe a étudié 456 garçons du collège à l'âge adulte, provenant des familles les plus pauvres de Boston. Il y avait donc ces 2 études, toutes 2 destinées à comprendre ce qui fonctionne bien dans le développement et comment nous pouvons prédire qui réussira en grandissant. Finalement, les 2 études ont fusionné en une seule, l'étude de Harvard sur le développement de l'adulte. Au début de l'étude, les participants ont été interviewés et ont passé des examens physiques complets. Et en grandissant, ils se sont engagés dans tous les domaines de la vie. Certains d'entre eux sont devenus maçons, médecins, ouvriers d'usine et avocats. Et l'un d'eux est même devenu président des États-Unis. Tous les 2 ans, les chercheurs leur demandaient s'ils arrêteraient de travailler sans perte de revenus, s'ils le pouvaient. Que feriez-vous à la place? À quelle fréquence vous sentez-vous isolé des autres? Vrai ou faux, la vie comporte plus de douleur que de plaisir. D'autres questions portaient sur leur mariage, carrière, amitié, ainsi que leur santé physique et mentale. L'étude a débuté avec 724 participants, puis leurs conjoints et enfants ont été inclus au fil du temps. Alors, de combien de personnes parlons-nous au total qui ont fait partie de l'étude? Entre 2500 et 3000 personnes au total dans l'étude. Au fil des progrès technologiques, les méthodes de collecte de données se sont perfectionnées. Nous prélevons maintenant du sang pour l'ADN. Vous savez, l'ADN n'était même pas imaginé en 1938. Nous mesurons l'ARN messager, la méthylation de l'ADN. Nous invitons des personnes dans notre laboratoire
Nous les soumettons délibérément à un stress, puis nous observons à quelle vitesse ils se rétablissent, en examinant par exemple la variabilité de la fréquence cardiaque ou encore le cortisol déposé dans les cheveux, car cela semble être une mesure à long terme du cortisol circulant. Mais toutes ces nouvelles méthodes servent à étudier les mêmes grands phénomènes du bien-être humain. Alors que nous apprennent 85 ans de recherche sur l'ensemble de la vie humaine à propos d'une vie saine et heureuse? Deux grandes leçons en réalité. La première, sans surprise, c'est que si vous prenez soin de votre santé physique, cela a d'énormes bénéfices, non seulement pour votre longévité, mais aussi pour la durée pendant laquelle vous restez en bonne santé. Bien manger, faire de l'exercice régulièrement, ne pas abuser de l'alcool ou des drogues, ne pas fumer, bénéficier de soins de santé préventifs. L'exercice est extrêmement important. Une étude taïwanaise a analysé les données médicales de 416 000 personnes en bonne santé entre 1996 et 2008. 8 ans après, ils ont suivi chaque participant pour étudier la relation entre l'exercice et la mortalité. Ils ont découvert que 15 minutes d'exercice quotidien réduisèrent de 14% le risque de mortalité et augmentaient de 3 ans l'espérance de vie. Chaque quart d'heure d'exercice en plus réduisait de 4% supplémentaire le risque de mortalité. Une grande méta-analyse de 2008 confirme que les personnes physiquement actives ont un risque réduit de mortalité pendant les périodes étudiées dans chaque recherche. L'exercice préserve aussi notre santé cognitive. Une méta-analyse de 2014 a révélé que les participants ayant des niveaux d'activité physique plus élevés avaient un risque réduit de 35% de déclin cognitif et un risque réduit de 14% de démence. Et puis, la grande découverte surprenante, ce sont les relations. Elles ne nous rendent pas seulement plus heureux, mais elles nous maintiennent en meilleure santé et nous aident à vivre plus longtemps. Ce n'est pas seulement l'étude de Harvard, il existe maintenant toute une liste d'études qui montrent l'importance des relations pour le bonheur et la santé humaine. Elles nous enseignent 3 leçons principales. La première, c'est que les relations sont excellentes pour notre santé. En 2010, des chercheurs ont examiné 148 études portant sur un total de plus de 300 000 participants. Ils ont découvert qu'en moyenne, les personnes ayant des liens sociaux plus forts avaient 50% de chances en plus de survivre chaque année. Le mariage a un impact significatif sur l'espérance de vie des gens. Il existe une étude, je pense qu'elle est assez respectée, qui suggère que les hommes mariés vivent en moyenne 12 ans de plus que les hommes non mariés et que les femmes mariées vivent 7 ans de plus en moyenne que les femmes non mariées. Le mariage est toujours une meilleure affaire pour les hommes sur tous les paramètres que pour les femmes. Et un certificat de mariage ne change rien à cela, n'est-ce pas? C'est parce que les personnes qui vivent ensemble dans une relation intime ont tendance à se maintenir en meilleure santé mutuellement. Vous avez quelqu'un qui veille un peu sur vous, mais c'est un effet très réel et concret. Si se sentir connecté aux autres nous rend plus heureux, en meilleure santé et prolonge notre vie, que se passe-t-il si nous nous sentons déconnectés? Il y a une chercheuse, Julianne Holt-Lundstad, de l'Université de l'Utah, qui a réalisé une méta-analyse d'une série d'études sur les effets physiques de la solitude et elle a calculé que le fait d'être seul est aussi dangereux pour la santé que de fumer un demi-paquet de cigarettes par jour ou que d'être obèse. Le sentiment de déconnexion sociale augmente le risque de maladie. Une méta-analyse de 2016 a montré que de mauvaises relations sociales étaient liées à une hausse de 29% du risque de maladie cardiaque et de 32% du risque d'accident vasculaire cérébral. Donc cela a de réelles conséquences quantifiables, comme le montrent les études portant sur des milliers de personnes. Avertissement. La majorité des recherches sur l'impact de la solitude sur la santé ciblent les personnes de plus de 50 ans. La solitude est en hausse. La directrice générale de la santé des États-Unis a déclaré la solitude comme nouvelle épidémie de santé publique en Amérique. Nous découvrons qu'un adulte sur 2 ressent des niveaux mesurables de solitude. Et il s'avère que les jeunes sont les plus touchés. Et voici pourquoi cela est si préoccupant. C'est parce que nous avons compris que la solitude est plus qu'un simple mauvais sentiment. Elle a de réelles conséquences sur notre santé mentale et physique. Le Royaume-Uni a nommé un ministre de la solitude. De nombreux pays s'inquiètent de cette rupture du lien social. Une question sur
La solitude. À quoi cela ressemble-t-il? Parce qu'évidemment, tout le monde traverse des périodes de solitude. Alors comment sait-on quand cela devient vraiment nuisible et comment le définit-on? Eh bien, la solitude est différente du fait d'être seul, n'est-ce pas? On peut être seul et tout à fait satisfait, et beaucoup de gens le sont. En fait, la capacité d'être satisfait lorsqu'on est seul est une véritable compétence, et c'est une qualité merveilleuse. La solitude, c'est cette expérience subjective de se sentir moins connecté aux autres qu'on ne le souhaiterait, et c'est pourquoi on peut se sentir seul même au milieu d'une foule. Nous sommes tous sur un spectre entre l'extraversion, c'est-à-dire le désir d'avoir beaucoup de gens dans notre vie, et l'introversion, qui consiste à avoir réellement besoin de beaucoup de solitude et à ne pas vouloir beaucoup de monde autour de soi. Le fait d'être entouré de beaucoup de gens est stressant pour les introvertis, et ce que nous savons, c'est qu'aucun des deux n'est plus sain que l'autre. Les introvertis sont parfaitement équilibrés et ils peuvent simplement avoir besoin d'une ou deux relations vraiment solides, sans vouloir beaucoup plus de monde. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Tandis que les extravertis peuvent vouloir beaucoup de gens dans leur vie. La deuxième leçon est que ce n'est pas le nombre de personnes que vous connaissez ou voyez, ni même le fait d'être marié ou non, qui compte. C'est la qualité de vos relations proches qui est importante. Car un mauvais mariage peut être pire pour votre santé qu'un divorce. Lorsque nous avons suivi toutes les personnes de l'étude jusqu'à leurs 80 ans, nous nous sommes demandé quelles données étaient réellement les meilleurs indicateurs à 50 ans de qui serait heureux et en bonne santé à 80 ans par opposition à malade ou décédé. Nous pensions que nous allions regarder la tension artérielle et le taux de cholestérol à 50 ans comme les indicateurs les plus forts. C'était leur relation, et en particulier leur satisfaction dans leur relation conjugale qui était le meilleur indicateur. Et les relations ne nous rendent pas seulement plus heureux et physiquement en meilleure santé, elles protègent aussi notre cerveau. Les personnes qui ont des relations stables dans la soixantaine, où elles sentent qu'elles peuvent compter sur l'autre, constatent que leur mémoire reste plus vive plus longtemps. Et les personnes qui se sentent seules, eh bien, leur mémoire décline plus rapidement. Une étude menée auprès de retraités américains a révélé que le taux de déclin cognitif était de 20% plus élevé sur 10 ans chez ceux qui se sentaient seuls. Une méta-analyse de 2018 confirme encore les effets néfastes de la solitude, montrant qu'elle augmente également le risque de démence. Mais il reste une grande question ouverte. Qu'est-ce qui, dans les relations, les rend particulièrement bénéfiques ou utiles ? La meilleure hypothèse pour laquelle il existe maintenant des recherches assez solides est que les relations sont des régulateurs émotionnels, ce sont des régulateurs du stress. Des choses stressantes arrivent chaque jour à beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? Le corps passe en mode combat ou fuite, la pression artérielle augmente, la respiration devient plus rapide, le taux d'hormones de stress dans le sang s'élève, mais ensuite le corps est censé revenir à l'équilibre après cette réponse normale de combat ou fuite lorsque nous faisons face à un défi. Si je peux rentrer à la maison et qu'il y a quelqu'un ici à qui parler, je peux littéralement sentir mon corps se calmer. Ce que nous pensons savoir avec assez de certitude, c'est que les personnes isolées sont plus susceptibles de rester dans une sorte d'état chronique de lutte ou fuite. Cela signifie qu'elles présentent des taux plus élevés de cortisol circulant ainsi que des niveaux plus élevés d'inflammation chronique. Ces facteurs finissent par user progressivement les systèmes de l'organisme. C'est ainsi, par exemple, que le stress chronique peut prédire la maladie coronarienne, mais aussi l'arthrite et le diabète de type 2 en raison de ce mécanisme commun qui dégrade plusieurs systèmes corporels. Il y a une tendance alarmante dans notre société. L'engagement social avec des amis est passé de 60 minutes par jour en 2003 à seulement 21 minutes par jour en 2020. La technologie a fondamentalement changé notre façon d'interagir et de communiquer les uns avec les autres, et malheureusement, elle a souvent remplacé ce qui était autrefois de riches interactions en personne par des connexions en ligne qui sont souvent de moindre qualité. Vous pourriez dire que vous êtes introverti et n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec les autres pour vous sentir bien. Et même s'il est vrai que les introvertis et les extravertis ont besoin de quantités différentes de stimulation sociale, les deux ont besoin de connexion humaine. En 2015, Holt Lundstad et ses collègues ont examiné les données de 70 études indépendantes, portant sur plus de 3 millions de participants au total.
Comme dans d'autres études, ils ont constaté que le sentiment subjectif de solitude augmentait le risque de décès prématuré de 26%. Mais ils ont aussi examiné la mesure objective de l'isolement social, soit le temps réel passé avec d'autres personnes. Et ils ont découvert que l'isolement social augmentait le risque de décès prématuré de 29%. Et malheureusement, les introvertis sont plus à risque d'être socialement isolés. Comme de nombreux jeunes actuels, beaucoup de participants à l'étude de Harvard croyaient que l'argent et la réussite étaient essentiels pour une vie épanouie. Mais ce que cette étude et beaucoup d'autres montrent, c'est que les personnes les plus heureuses étaient celles qui s'investissaient dans leurs relations avec leurs partenaires, leurs amis, leur famille et leur communauté. Et lorsqu'ils ont atteint l'âge de 80 ans, les chercheurs leur ont demandé « De quoi êtes-vous le plus fier ? Et quel est votre plus grand regret ?» Beaucoup de personnes ont dit qu'elles étaient le plus fières de quelque chose en lien avec leur relation. Donc, ça pouvait être « j'ai été un bon patron, j'ai été un bon parent, j'ai été un bon ami, j'ai été un bon mentor ». Personne n'a dit « j'ai fait fortune », n'est-ce pas? Personne n'a mentionné avoir gagné le prix Nobel, bien que certains l'aient fait. Il ne s'agissait pas de ces accomplissements qu'on considère comme essentiels pour avoir une vie épanouie. En rétrospective, chacun a évoqué ses relations. Le plus grand regret, c'était surtout chez les hommes, parce que c'était la génération de la Seconde Guerre mondiale. Ils disaient « j'aurais aimé ne pas avoir passé autant de temps au travail, j'aurais aimé passer plus de temps avec les personnes qui comptaient pour moi ». Alors, qu'en est-il de notre question initiale? Les réussites et l'argent nous rendent-ils vraiment heureux? Eh bien, selon l'étude de Harvard, les marques de réussite ne nous rendent pas forcément plus heureux. Mais accomplir un travail qui a du sens, oui. Et qu'en est-il de l'argent? Est-ce que cela nous rend plus heureux? Eh bien, il y a une étude célèbre de 2010 menée par Daniel Kahneman et Angus Deaton qui a montré qu'au-delà d'un revenu d'environ 75 000 $ par an, il n'y a aucune amélioration des indicateurs de bien-être émotionnel. Mais 11 ans plus tard, Matthew Killingsworth a étudié les données de 33 000 adultes américains employés, et il a constaté que des revenus plus élevés correspondaient à des niveaux de bien-être plus élevés. Il a donc écrit qu'il n'y avait aucune preuve d'un plateau du bien-être ressenti au-delà de 75 000 $ par an, contrairement à certaines recherches influentes antérieures. En 2022, Kahneman et Killingsworth ont cherché à résoudre le conflit avec Barbara Mellers comme médiatrice. L'analyse des données de Killingsworth a révélé un schéma intéressant. Selon le niveau de bonheur des personnes par rapport aux autres, gagner plus entraînait des augmentations différentes du bonheur. Pour chaque niveau de revenu, ils ont divisé les personnes en groupes selon leur bonheur, faible, moyen, élevé, et ainsi de suite. Ils ont constaté qu'en dessous d'un seuil d'environ 100 000 $ par an, un revenu plus élevé était associé à plus de bonheur pour tous les groupes. Mais si vous dépassez ce seuil, alors pour le groupe le plus malheureux, une augmentation supplémentaire n'est pas associée à plus de bonheur. Cependant, pour les groupes les plus heureux, des revenus supérieurs semblent mener à davantage de bonheur. Et le vrai rebondissement, c'est que ceux qui étaient les plus heureux au départ sont ceux qui ont le plus à gagner avec l'augmentation des revenus. Les relations, un travail épanouissant et l'argent contribuent tous à notre bonheur. Alors pourquoi est-ce si difficile de se rendre compte à quel point les relations sont importantes? Si on y réfléchit, les relations existent depuis avant même que nous ayons des souvenirs, n'est-ce pas? Elles sont comme l'air que nous respirons, tenues pour acquises. Donc, on ne pense pas à ça comme quelque chose que l'on cultive afin de se rendre heureux, on n'y pense pas du tout. Et pourtant, lorsque nous l'étudions scientifiquement, nous découvrons que cela s'avère être un énorme prédicteur du bonheur ainsi que de la santé physique. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Être riche est certainement un aspect important, mais avoir une famille aimante, c'est un peu la base, tu vois ce que je veux dire. Honnêtement, l'argent, mais créer des liens profonds avec les gens, c'est ce qui va vraiment me rendre heureux. C'est génial. Entretenir de bonnes relations. Fonder une famille. Avoir une famille et subvenir à ses besoins. Amis et famille. Le bonheur de ma famille est ma priorité absolue. Redonner à la communauté d'où l'on vient dans le monde. Une base familiale solide, juste pour rentrer à la maison chaque soir. Oui, je veux me marier, avoir beaucoup d'enfants. Combien c'est, plein? Probablement 5 ou 6. Autant que je peux me permettre. Lorsque j'ai interrogé des personnes, j'ai été agréablement surpris de constater que beaucoup reconnaissaient l'importance des relations. Donc, si vous pouviez donner des conseils aux gens sur ce qu'ils devraient commencer à faire dès aujourd'hui pour être plus heureux, quelles suggestions feriez-vous?
Considérez-le comme similaire à la condition physique. Quand vous faites du sport, vous ne rentrez pas en vous disant que c'est fini et que vous n'aurez plus jamais à en refaire, n'est-ce pas? C'est comme une pratique, n'est-ce pas? Les personnes qui réussissaient le mieux dans leur relation étaient celles qui en faisaient une pratique jour après jour, semaine après semaine, pour rester connectées aux personnes qui leur étaient chères. Vous savez, parler au téléphone, aller se promener, prendre un café, faire n'importe quoi, jouer au basket. Les personnes qui prenaient ces initiatives encore et encore régulièrement étaient celles qui restaient très connectées et restaient heureuses ainsi. Donc, ce que nous proposons, c'est que c'est une pratique que nous pouvons cultiver et qu'il existe de petites actions que les gens peuvent entreprendre. Nous avons de nombreuses histoires de personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas douées pour les relations, qu'elles n'auraient jamais de vie heureuse. Et puis, cela a changé. Et bien souvent, cela a changé quand ils ne s'y attendaient pas. Nous avons donc l'histoire d'un homme qui n'avait vraiment pas un bon mariage, qui était un peu distant de ses enfants et qui n'avait pas d'amis. Et puis, lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est inscrit dans une salle de sport et s'est fait un groupe d'amis qui est devenu pour la première fois une sorte de groupe d'appartenance pour lui. Et ce n'est qu'un exemple de la façon dont nos vies prennent ces tournants inattendus que nous ne pouvons généralement pas prévoir, auxquels nous ne nous attendons pas, et beaucoup de ces tournants sont positifs. Le message que la science nous transmet, c'est de ne pas abandonner cet aspect de votre vie, parce que beaucoup de choses peuvent changer à tout âge.